Bonjour, merci d'être à l'écoute de Radio Espérance et merci de votre fidélité à l'émission L'Arche de l'Histoire. Cette semaine, nous allons évoquer Jacques Maritain, dont nous fêtons cette année le 40e anniversaire de la mort, en 1973. Et pour parler de Jacques Maritain, je reçois cette semaine Christophe Geffroy. Christophe Geffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du mensuel catholique La Nef et vous avez consacré au mois de mai un numéro à Jacques Maritain, que vous connaissez donc bien. En quelques mots, quelles sont les grandes lignes de la vie de Maritain? Qu'est-ce qu'il faut retenir de lui? Alors Jacques Maritain est un philosophe catholique français, qui est un converti, qui vient d'une famille pas du tout catholique, une famille plutôt libérale de la Troisième République, la famille Favre, du côté de sa grand-mère, et qui épouse une juive venue de Russie, Raïssa Oumansov, et tous les deux, en 1906, se convertissent, notamment sous l'influence de leur parrain, qui était Léon Bloy, illustre écrivain du début du XXe siècle, fin du XIXe, XXe siècle en France. Et à partir de cette conversion, Jacques et Raïssa, qui étaient un peu dans une optique assez nihiliste à l'époque, lui-même d'ailleurs dans sa jeunesse se disait plutôt socialiste, à partir de ce moment-là, donc va s'opérer en eux une évolution assez radicale. En plus, leur confesseur à l'époque sera le père Clérissa, qui est un dominicain très proche de l'Action française, et ce dominicain va surtout les initier à saint Thomas. Et ça va être le grand virage, si j'ose dire, de la vie de Maritain, c'est la connaissance éblouissante pour lui de saint Thomas, et lui qui avait commencé des études plutôt scientifiques en biologie, va s'orienter donc vers la philosophie pour devenir professeur à Paris, à la Cato, et donc consacrer sa vie à la philosophie. Parce que là, il y a dans ces années 20, 30, un bouillonnement intellectuel en France. Maritain connaît Charles Péguy, Léon Bloy, d'ailleurs que le pape François a cité peu de temps après son élection. Il fréquente l'Action française, Charles Maurras. Alors, on a peut-être un petit peu du mal aujourd'hui à se rendre compte de cette essor intellectuel, mais on est dans une France qui est à la fois extrêmement anticléricale. 1905 a été votée la loi de séparation, puis d'autres lois qui ont expulsé des congrégations religieuses. Et puis, en même temps, il y a toute une génération d'auteurs catholiques, effectivement, en philosophie, en littérature, qui marquent profondément le siècle et qui marquent également la pensée au niveau européen. Et puis, Maritain redécouvre le thomisme. Alors ça, c'est aussi, enfin, il découvre, lui, le thomisme, et puis il va le renouveler. On sait que c'est Léon XIII, quelques années auparavant, qui avait remis saint Thomas d'Aquin au goût du jour. Au niveau du thomisme, justement, il s'est beaucoup intéressé à la relation avec la politique, à la démocratie. C'est un point qu'il a beaucoup travaillé. Quel est l'apport de Maritain sur ce sujet? Alors, en fait, je rectifierai un tout petit peu parce que Maritain, à l'origine, est un philosophe pur. C'est pas du tout un philosophe politique. Et vous avez cité tout à l'heure, à juste titre, son voisinage avec l'Action française. En réalité, jusqu'en 1926, donc date de la condamnation de l'Action française par le Saint-Siège, Maritain s'est peu intéressé à la question politique, voire pas du tout. La plupart de ses écrits, quand il touche à la politique, touche à la politique d'une façon culturelle, mais pas vraiment au sens fort du terme. Donc, Maritain est un métaphysicien avant toute chose. Il a réfléchi plutôt sur la question de l'être, sur la philosophie thomiste à partir de la question de l'être, et c'est de ce point de vue-là un grand classique. Et c'est justement la question de l'Action française qui va le pousser à réfléchir vraiment à la question politique, et à partir de là à bâtir, un peu par réaction d'ailleurs à son compagnonnage avec l'Action française, à bâtir donc tout un corpus de réflexion politique qui voulait s'appuyer effectivement sur saint Thomas d'Aquin. Alors quel est cet apport? C'est difficile, on va en parler sans doute tout au long de l'émission, mais on peut pas le résumer comme ça en 30 secondes. Mais je dirais que l'apport de Maritain, qui me semble vraiment fondamental, c'est que Maritain remet à l'ordre du jour une conception classique de la philosophie politique, qui est celle héritée de Aristote et saint Thomas d'Aquin, qui met au centre, si vous voulez, de la question politique, la question du bien commun. C'est vraiment l'apport principal de Maritain, et c'est là-dessus qu'il a réussi à renouveler la question, parce qu'il ne s'est pas contenté que de reprendre, si j'ose dire, ce qui avait été enseigné par les anciens sur la question. Il a vraiment
essayer, à partir d'une vision chrétienne, de voir comment on pouvait bâtir comment dire, une société qui soit à la fois démocratique et d'esprit chrétien. Et tout, je pense que son apport principal, j'espère qu'on en pourra développer ces points, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il se situe. Justement, dans les années 30, il y a différents mouvements politiques qui sont proposés, différents modèles qui sont proposés à l'Europe. Le communisme, le fascisme, le nazisme, démocratie libérale, avec selon le courant de pensée, des penseurs qui peuvent y adhérer ou les rejeter violemment. Il y a à chaque fois, effectivement, d'un point de vue chrétien, la question de l'homme. On sait que les totalitarismes sont foncièrement antichrétiens et détruisent l'individu, détruisent les hommes. Lui, Maritain, essaie de donner plutôt une approche, enfin, le rôle de l'individu dans la société. Il essaye de le penser et de voir comment il peut se situer par rapport à ces mouvements. Tout à fait, parce que vous avez raison de souligner cet aspect des choses qui est très important. Effectivement, il ne faut pas oublier que une partie de l'œuvre de Maritain, notamment de sa philosophie politique, a été écrite avant-guerre. Si vous voulez, Maritain est né en 1882, il est mort en 1973. Sa réflexion politique en tant que telle couvre grosso modo les années 1926, donc post-condamnation Action française, et ses derniers grands ouvrages vraiment de philosophie politique s'arrêtent au début des années 50. Donc vous voyez un peu, c'est important de le savoir, ça permet de comprendre quelle a été l'influence de tous les mouvements totalitaires, nazisme, communisme avant-guerre, et toutes les horreurs de la guerre expliquent en grande partie, je dirais, l'obsession de Maritain de la dignité de la personne humaine qui sera reprise d'ailleurs par l'Église, notamment qui culminera à Vatican II avec le décret sur la liberté religieuse. Donc là-dessus, Maritain a un rôle important. Il fait partie des intellectuels catholiques et c'est d'ailleurs tout à l'honneur de notre Église de voir que des intellectuels comme Maritain ont été quand même parmi les premiers à dénoncer à la fois le totalitarisme rouge et le totalitarisme brun, parce que s'il y a eu un certain aveuglement face au nazisme avant-guerre, on peut dire que quelqu'un comme Maritain a vraiment fait partie de ceux qui ont mis en garde très tôt contre l'antisémitisme, notamment nazi. Donc je pense que sur ces questions-là, Maritain est justement un esprit qui nous éclaire sur ce que doit être la liberté de penser d'un philosophe catholique dans un monde extrêmement difficile et conflictuel. Et par rapport à l'antisémitisme, son épouse est d'origine juive, mais après elle s'est convertie par la suite. Ils forment un couple assez extraordinaire, tous les deux. On parle souvent de Jacques et Raïssa Maritain. C'est aussi un bel exemple de foyer chrétien ou de couple chrétien. Alors c'est un exemple un peu particulier quand même, il faut bien dire les choses clairement. D'abord parce que c'était presque un foyer à trois, si je veux dire, pardonnez-moi, je fais pas du mauvais esprit sur l'antenne avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais en fait Maritain et Jacques et Raïssa Maritain avaient décidé, après quelques années de mariage, de ne plus avoir de relations sexuelles et de se consacrer entièrement à leur œuvre philosophique, dont à rester en fait comme mari et femme, comme frère et sœur. Et ils avaient pris avec eux la sœur de Raïssa Maritain, qui est Vera Maritain, et tous les trois formaient une espèce de petite communauté de type monastique, parce qu'ils vivaient une vraie vie monastique tous les trois, qui vraiment impressionnait énormément les gens qui les approchaient. Et quand vous parliez tout à l'heure de bouillonnement intellectuel de cette année, c'est une chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, car il faut voir que toute la période, notamment de l'entre-deux-guerres, a été une période extrêmement riche du point de vue catholique, d'abord de conversion d'intellectuels, et notamment grâce à l'influence de Maritain, qui à ce moment-là, par un héritage, avait acheté une maison à Meudon, et avait créé à Meudon des cercles d'études thomistes, et le nombre de gens et de grands esprits qui se sont passés par ce cercle et qui se sont convertis grâce à ce cercle est absolument impressionnant. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais on peut penser à des gens comme Maurice Sachs, comme Henri Guéon, et comme beaucoup d'autres noms qui m'échappent, de gens qui se sont vraiment convertis grâce à l'influence spirituelle de Maritain. Et je crois que Maritain a eu 60 filleuls. C'est vous dire 60 filleuls à partir de la création du centre de Meudon. Donc c'est absolument énorme. Et il a donc eu une influence spirituelle qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui reste à étudier d'ailleurs. Et son influence dépasse largement le cadre français, puisque dans les années 40, il part en Amérique latine. Il est en Amérique du Nord également. Il y a plusieurs cercles où Jacques Maritain, ou en tout cas de cercles qui reprennent sa pensée, qui essaient de la diffuser. On trouve des revues
en Argentine, au Chili. Absolument. Maritain a eu une grande influence en Argentine, une influence d'ailleurs controversée parce que quand il y a eu, Maritain a pris des positions sur la guerre d'Espagne qui ont été assez mal comprises d'ailleurs dans beaucoup de milieux catholiques. Il était un peu comme Bernanos avec Mauriac, puisque contrairement à ce que certains de ses adversaires ont dit, il n'a jamais pris le parti des Rouges contre les franquistes, mais Maritain avait dénoncé, comme Bernanos, le fait d'utiliser la religion dans un combat politique qui n'était pas un combat de type religieux dans la guerre d'Espagne. Et donc ça lui a créé beaucoup d'inimitiés, et notamment en Amérique du Sud, continent extrêmement catholique qui était... et la plupart des catholiques là-bas donc soutenaient de façon extrêmement fervente les opposants franquistes aux républicains. Et donc, ça crée pas mal de polémiques et Maritain a dû beaucoup souffrir et ça a duré très longtemps, même après la guerre. Cela étant, il y avait en Amérique du Sud un courant de sympathie pour l'œuvre de Maritain qui était très grande. Et elle s'est ensuite transposée aux États-Unis quand, au moment de la guerre, en 1940, Maritain s'est retrouvé avec sa femme qui avait été envoyée là-bas pour faire des conférences pour défendre la France. Il est resté aux États-Unis car il n'avait pas envie de rentrer en France avec une femme juive, il savait que c'était trop risqué. Il a donc passé la guerre aux États-Unis à défendre la France libre. Et il est resté là-bas, puisque après la guerre, en fait, il n'est pas tout à fait resté là-bas, parce qu'après la guerre, le général de Gaulle l'a nommé ambassadeur de France près le Saint-Siège, où il est resté 3 ans, de 1945 à 1948. Et ensuite, il est allé à Princeton, où il était enseignant jusqu'en 1960. Donc c'est une période assez avancée, 1960, il avait 80 ans. Oui, c'est assez extraordinaire pour un homme comme ça de continuer à enseigner à cet âge-là, et puis finalement de diffuser sa pensée. Et ça montre aussi le rayonnement de la pensée catholique française. Sur le continent américain, on parle beaucoup de l'influence des États-Unis sur la pensée française. On en a aussi un bel exemple de système inverse où la France aussi peut influencer les mouvements intellectuels de l'autre côté de l'Atlantique. Alors justement, sa période romaine, où il est ambassadeur près le Saint-Siège, ce poste-là est souvent un titre qu'on confère à des écrivains. Alors, il rejoint la longue liste des écrivains ambassadeurs au Vatican avec Chateaubriand et d'autres. Alors ça lui permet aussi de nouer des relations assez intenses avec plusieurs membres de la curie et plusieurs membres de l'Église à Rome. Ça, c'est ce qui lui sera d'ailleurs utile après pour un concile Vatican II. On en reparlera en deuxième partie d'émission. Mais notamment, il va découvrir le cardinal Montini qui à l'époque qui travaille à Rome. Absolument, c'est là qu'il dit. Je me souviens plus si Maritain connaissait déjà Montigny avant d'aller à Rome. J'ai un trou de mémoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que son séjour romain lui permet d'avoir des liens extrêmement forts avec le cardinal Montigny, qui d'ailleurs avait traduit des livres de Maritain en italien avant-guerre déjà. Donc c'est vous dire que Montigny avait déjà une connaissance de l'œuvre philosophique et politique de Maritain, et que les deux hommes se sont retrouvés extrêmement proches, avec un troisième larron qui a un peu servi aussi parfois d'entremetteur entre les deux, qui est le cardinal Journet, qui était un ami extrêmement proche de Maritain, et le cardinal Journet, c'est lui qui s'est fait l'intermédiaire entre Maritain et Paul VI quand Maritain avait eu l'idée du credo du peuple de Dieu, qui sera celui dit par le pape Paul VI en 1968. Bien, nous marquons une courte pause musicale et nous retrouvons tout de suite après. Cette semaine, nous abordons la vie et l'œuvre de Jacques Maritain. Mon invité est Christophe Geffroy, le directeur du mensuel catholique La Nef. Avant la pause musicale, nous avions abordé le séjour à Rome de Maritain en tant qu'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Et il a fait ce séjour une décennie avant le Concile Vatican II, auquel il va œuvrer. D'ailleurs, ce qui est intéressant chez Maritain, c'est que il met un petit peu en œuvre le concile avant la lettre, si on peut dire, parce que c'était un laïc qui est théologien. Donc, il montre aussi l'implication des laïcs dans la vie de tous les jours, ce qui est un des grands thèmes du Concile Vatican II, cette volonté de réaffirmer le rôle du laïcat. Et par ses œuvres théologiques ou philosophiques, il a beaucoup influencé un certain nombre de pères conciliaires, et notamment on évoquait le cardinal Journet, le futur Paul VI également, qui ont été influencés par son œuvre. Est-ce qu'on connaît un aspect direct de l'œuvre de Maritain dans les textes conciliaires ou dans ce qu'il aurait pu Il n'y a pas de citation, autant que je sache et autant que je me souvienne, il n'y a aucune citation de Maritain, mais c'est pas l'habitude des conciles de citer de toute manière des
des philosophes laïcs. En revanche, ce que l'on peut dire de façon très claire, c'est que s'il y a un sujet sur lequel l'influence de Maritain est absolument indubitable, c'est la déclaration d'Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Car là, vraiment, c'est une des questions sur laquelle Maritain avait travaillé. Et dès 1936, quand il publie Humanisme intégral, il développe une vision de la démocratie où il insiste notamment sur l'importance de la personne humaine. Il défendait le principe d'une démocratie qui soit à la fois personnaliste et communautaire, ce qui était fort beau et fort catholique, si je veux dire, parce que ça mettait à la fois au premier plan la personne humaine et en même temps l'aspect communautaire de la vie politique, qui évidemment est absolument quelque chose d'essentiel, puisque dans une bonne vision catholique de la société, il y a ce qu'on appelle une certaine primauté du bien commun. Mais en même temps, c'est lui qui a développé, en même temps, où le pape Pie XI l'a fait face au communisme dans Divini Redemptoris, il a bien développé un des points très importants qui est pas forcément très facile à appréhender, qui est ce que j'appellerais la subordination réciproque de la personne et de la société. C'est-à-dire que Maritain, dans son livre, montre que à la fois la personne est pour le bien commun, dans l'ordre temporel, puisque la société politique a une fin temporelle et non pas une fin surnaturelle, et que sous cet angle-là, la personne est pour la société, et la société peut même demander le sacrifice suprême de la vie d'un citoyen dans le cas d'une guerre juste, et en même temps, la personne ayant une finalité qui est au-delà de la société politique et une finalité d'ordre surnaturel, sous cet angle-là, c'est la société qui est subordonnée à la personne. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est un des nœuds, à mon sens fondamental, de l'enseignement de l'Église, dans sa vision politique. Et là, Maritain a un rôle absolument premier, et c'est cette notion-là qui va permettre de développer ce que le Concile enseignera sur la liberté religieuse. Et on voit aussi en définissant la relation entre personne et communauté, Maritain se positionne contre deux mouvements, à la fois le mouvement qui serait complètement communautariste, communisme ou les régimes totalitaires qui détruisent la personne, et en même temps un mouvement libéral qui ne verrait que l'individu et qui détruit la communauté. Ce qui est tout à fait exact aujourd'hui. C'est ce qui nous guette plus aujourd'hui, mais ce sont quand même les deux grands dangers d'une société. Il y a toujours les deux excès, et il y a un juste milieu à tenir entre effectivement une mainmise trop forte de l'État, de la communauté, que ce soit, on l'a vu avec les totalitarismes communistes ou nazis, ou au contraire le danger actuel, comme vous le soulignez à juste titre, et aujourd'hui évidemment bien plus menaçant, qui est celui d'une primauté absolue de l'individu, déconnecté de tout souci de bien commun, pour la bonne et simple raison que nous sommes dans une situation où la notion même de bien est rejetée. Donc, dès lors où on rejette la notion même de bien, il ne peut pas y avoir a fortiori de bien commun. Et alors, il y a un autre épisode dans la vie de Maritain qui est très intéressant, qui se passe à la fin de sa vie, en 1968. Alors, nous sommes là dans l'après-concile avec les remous qu'on connaît et que certains ont vécu fortement, où il y a une remise en cause de la foi, à la fois de l'Église et la foi en Dieu. Et Jacques Maritain rédige un credo qui va être donné en exemple par Paul VI. Est-ce que vous pourriez raconter cet événement où là aussi le cardinal Journet a joué un rôle important dans ce credo? Alors, disons que le principal rédacteur de ce credo de Paul VI est effectivement Jacques Maritain, mais ce credo est signé par le pape et devient de ce fait un texte du pape propre, dans lequel Maritain n'a plus rien à voir. Ça devient un texte du magistère. C'est important de signaler, c'est pas un texte de Maritain que Paul VI a simplement signé. C'est pas plus que ça. Mais l'origine de cela est très simple, en fait. Maritain a été un artisan et a été enthousiasmé par le Concile Vatican II. Mais en même temps, comme c'était un esprit lucide, il a bien vu que rapidement, au nom du Concile, ce que Benoît XVI a largement développé pendant son pontificat, on s'est servi du Concile au nom de son prétendu esprit pour aller bien au-delà de ce qu'il avait préconisé, de ce que ses textes préconisaient. Et donc, on est arrivé dans les années d'après-concile, pour des tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici, on est arrivé dans une situation de crise assez grave, et notamment une crise de la foi avec y compris au sein même de l'Église, des gens qui combattaient ouvertement la foi catholique. Et donc, Maritain a été extrêmement
attristé par cette situation. Il écrit d'ailleurs un livre dans la foulée du Concile qui s'appelait Le paysan de la Garonne, qui est un livre qui a fait, c'est-à-dire, je crois, été le livre de Maritain qui s'est le mieux vendu. Alors que c'est de loin pas le meilleur de ses livres. Enfin, c'est un livre très conjoncturel qui dénonçait justement cette dérive qui se produisait après le Concile. Et très inquiet de cette chose-là, il avait suggéré à son ami le cardinal Journet de contacter Paul VI pour lui proposer, pendant cette année jubilaire qui a été l'année 68, de donc publier le Credo du peuple de Dieu. Donc voilà quelle est l'histoire de ce texte qui est magnifique. D'ailleurs que j'invite vos auditeurs à relire car c'est vraiment un très beau texte. Et je connais pas d'ailleurs exactement, je n'ai pas en tout cas en tête le texte exact de Maritain et celui qui finalement a été signé par Paul VI. Je crois qu'il y a quand même Paul VI y a mis quand même sa petite patte. C'était un pape très francophile, Paul VI. Il parlait français. Il était très ami des intellectuels français. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, restons à Rome. On pourrait évoquer le rôle de Maritain dans la création du Centre Saint-Louis à Rome. Ceux qui sont rendus à Rome ont pu le fréquenter ou le visiter, notamment une librairie qui est très fournie en livres français, ce qui est utile là aussi pour diffuser la culture française, la littérature française en Italie. Puis pour les Français qui résident à Rome, c'est un moyen de se fournir en livres en langue française. C'est aussi un de ses apports, ce centre Saint-Louis, ce qu'il a pu apporter là aussi de diffusion de la culture à Rome. Et puis il y a à la fin de sa vie, donc il décède en 1973, il rejoint Toulouse, justement. On évoquait le paysan de la Garonne. Il est lui-même sur les bords de la Garonne. Il rejoint Toulouse où il rentre dans une communauté de frères des pauvres, qui est une sorte de tiers-ordre monastique. Enfin, pour son cas, il est pas moine, mais il rejoint un petit peu il sera moine les derniers mois de sa vie. Il deviendra postulant. Donc, il portera l'habit, les derniers mois de sa vie, il portera l'habit des petits frères. Ils sont des petits frères issus, inspirés par Charles de Foucault. Oui, et donc, il va décéder là, en 1973, dans une vie qui était entièrement tournée vers la foi et la piété. Là, on n'a pas pu développer l'aspect piété et vie spirituelle de Maritain, il y a aussi une partie de vue dans le cœur de chaque homme qu'on ne peut pas forcément toujours connaître, mais en tout cas ce n'est pas uniquement un intellectuel, c'est aussi un très grand spirituel, si on peut dire, enfin, quelqu'un qui prie, qui a une dévotion mariale. Ce qui est important quand on pense à Jean-Paul II ou à Benoît XVI qui n'ont cessé de montrer le lien entre la foi et la raison. Là on a un très bel exemple d'un homme qui est rationnel et spirituel, qui a pu lier les deux. Absolument, c'est une des caractéristiques de Maritain, et de ce point de vue-là, il rejoindrait tout à fait les préoccupations du pape Benoît XVI, qui a tellement fait pour essayer de montrer justement la compatibilité et la complémentarité entre la foi et la raison. Maritain est vraiment un philosophe qui n'a jamais renié sa foi, mais qui a toujours travaillé en philosophe, c'est-à-dire en s'appuyant sur la raison. Et sur le plan spirituel, c'est vrai que Maritain était une belle âme. Vous savez qu'il y a actuellement des travaux en cours pour essayer de monter un dossier de béatification, qui serait un dossier commun sans doute avec sa femme Raïssa. Alors pour l'instant, je ne sais pas exactement où ça en est. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, Maritain était un grand spirituel et qu'avec sa femme, d'ailleurs, ils ont écrit des petits ouvrages absolument magnifiques, qui sont toujours disponibles, d'ailleurs, notamment un petit traité d'oraison, un livre aussi sur la liturgie, très très beau livre sur l'aspect contemplatif de la liturgie. Donc Maritain, effectivement, a écrit sur d'autres sujets que la philosophie, qu'elle soit métaphysique ou politique. On pourrait même d'ailleurs dire, pour les auditeurs que ça intéresse, qu'il a écrit dans des domaines très très variés. C'est un grand amateur d'art, il a écrit un essai sur l'art, il a écrit un essai sur l'éducation. Donc vous voyez, c'était vraiment un esprit assez universel qui a abordé une multitude de sujets, et c'est une œuvre qui reste surtout encore aujourd'hui, me semble-t-il, vraiment très actuelle. Alors, on a un peu évoqué Jacques Maritain, je trouve cette année, on fêtait, il y a quand même une date importante, 40e anniversaire de sa mort. On trouve encore des auteurs parmi les théologiens ou philosophes actuels qui se réfèrent de lui plus ou moins directement. Est-ce qu'on peut mesurer sa postérité? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il a une postérité réelle, notamment chez les dominicains,
particulièrement dans la province de Toulouse, où il est vraiment, moi j'ai pu le constater quand nous avons fait notre dossier dans la nef sur Maritain. J'ai eu pas mal d'échanges avec plusieurs dominicains, et vraiment j'ai eu l'impression que son œuvre était vraiment vivante auprès de cette communauté. Et d'ailleurs nous avons un des dominicains de la province de Toulouse qui nous a fait un article dans ce dossier, qui est le père Garrigue, qui le connaît très bien, Jean-Miguel Garrigue, mais il n'est pas le seul. Et il y a un certain nombre de philosophes aujourd'hui qui travaillent, qui sont vraiment des héritiers directs. Je prends quelqu'un comme Yves Flouca à Toulouse, qui maintenant est à la retraite, était vraiment un disciple direct. C'est un homme qui suscite encore des études, notamment aux États-Unis, où il a été, comme on l'a dit tout à l'heure, professeur pendant plusieurs années, pendant une douzaine d'années à peu près. Son œuvre, d'abord, aujourd'hui, son œuvre est toujours éditée. C'est quand même un signe toujours d'une pensée qui est vivante. C'est une œuvre éditée et c'est une œuvre traduite. Elle n'est pas éditée qu'en français. Elle est toujours traduite et éditée en espagnol et en anglais au moins, et en italien. Donc, ça fait au moins 3 langues différentes. Donc, même si je regrette que la pensée de Maritain ne soit pas davantage diffusée aujourd'hui, et si son anniversaire, son 40e anniversaire, force est de constater qu'il a quand même été largement passé sous silence. Je le regrette, mais c'est un fait. Il n'empêche que c'est quand même une pensée qui n'est pas morte aujourd'hui. Il y a une pensée de Maritain qui subsiste dans pas mal de cœurs. Bien, merci Christophe Geffroy. Je rappelle que vous dirigez le mensuel catholique La Nef, et donc nous avons pu consacrer cette émission à Jacques Maritain, qui, j'espère, vous aura donné le goût et l'occasion de retrouver ses œuvres et de le lire. Merci, à la semaine prochaine.